Merci de répondre à notre invitation pour cet entretien de la télévision Labari. Alors, d'entrée en jeu, on va vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour et merci aussi de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur votre antenne. Je m'appelle Abdallah Suleiman. Je travaille sur les questions de politique commerciale au niveau de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui est basée à Addis Ababa, en Éthiopie, et qui dispose d'un bureau régional qui couvre l'Afrique de l'Ouest, ici à Niamey. J'ai fait mon cycle primaire et secondaire à travers le Niger, je veux dire, puisque au gré des affectations de mon papa à l'époque, on commençait, étant né ici à Niamey, j'ai eu l'opportunité de fréquenter les écoles, d'abord dans la région de Zender, à Damagaram Takaya, ensuite poursuivre l'école primaire à Ngourti, pour revenir passer mon CFPD à Tessawa, avant d'aller faire le collège à Tintabaraden. Donc après le BPC, j'ai été orienté au lycée technique d'Ankassawa de Maradi, où je me suis orienté vers la Syrie. Donc après l'obtention de mon bac, je suis allé étudier, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc une première année de mathématiques supérieures et la deuxième année de mathématiques spéciales, après laquelle j'ai intégré sur concours l'école nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, où je suis sorti nanti d'un diplôme d'ingénieur statistique économiste. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que statisticien économiste. Je me suis d'abord orienté vers les métiers de la finance, donc avant d'intégrer le système des Nations Unies, où j'ai aussi poursuivi mes études et défendre une thèse de doctorat à Paris donc, sur les questions de politique et de développement industriel en Afrique. Alors docteur, vous êtes administrateur économiste, Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Alors, parlez-nous de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est même ce qui justifie du reste mon séjour présent ici à Niamey au Niger. Vous savez, le projet de zone de libre-échange continentale africaine, c'est un projet entrevu de longue date, déjà par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, parce qu'il s'agissait d'une vision d'intégration du continent africain. Et au lendemain des indépendances, la priorité n'étant pas donnée à l'économie, disons, il y avait la primauté de la libération d'abord politique du continent. Il vous souviendra que dans les années 60, tous les États n'ont pas acquis les indépendances à la même date. Donc des formes de colonisation étaient restées jusqu'au début pratiquement des années 90. Donc les premières décennies, c'était vraiment consacré aux luttes de libération sur le continent. Et l'économie, la dimension de l'intégration économique était plutôt reléguée au second rôle. Donc il a fallu les années 80, quand on s'est rendu compte que pratiquement la libération du continent était acquise, pour qu'on commence à mettre un accent particulier sur les questions de développement. Et il y avait le plan d'action de Lagos qui a été élaboré et qui a été renforcé plus tard par le traité d'Abuja de 1991, qui entrevoyait déjà la création d'une communauté économique africaine. Et l'un des éléments clés dans ce processus-là consistait à établir d'abord une zone de libre-échange continental, c'est-à-dire un marché commun africain. Et ces dispositions-là ont été réaffirmées dans le cadre de la vision 2063 que nos chefs d'État et de gouvernement ont adopté lors d'un sommet de l'Union africaine et qui décline les principaux objectifs de développement de l'Afrique. Jusque-là, c'était en 2013 quand on a fait le bilan donc, de 50 ans d'existence de l'OIA. On s'était rendu compte que les institutions d'intégration régionale n'ont pas véritablement répondu comme il le fallait sur la question du développement. L'Afrique est restée plus ou moins marginalisée sur le plan économique, particulièrement sur l'échiquier international. Vous prenez la structure de notre commerce extérieur avec le reste du monde est restée presque inchangée. C'est le même schéma colonial qui se reproduit et qui se perpétue. C'est essentiellement des pourvoyeurs de matières premières.
Dans le cas d'espace au Niger, c'est bien connu, c'est l'uranium le principal produit d'exportation et cela est resté inchangé pendant des décennies. Et avec tous les désavantages que cela présente, parce que dès qu'il y a un choc et ça arrive très souvent, sur le cours des matières premières, nos économies sont complètement déstructurées, c'est la crise, souvent l'État n'arrive même pas à faire face à ses dépenses de souveraineté, à ses charges régaliennes. Donc il était grand temps quand même de commencer à se départir de cette vision qui n'est pas porteuse de développement. Lorsque votre intégration dans les chaînes de valeur mondiales se fait essentiellement au plus bas, c'est-à-dire comme pourvoyeur de matières premières, vous ratez énormément d'opportunités. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui est création de valeur ajoutée dans le processus ne se passe pas en Afrique. C'est les importateurs de matières premières qui les transforment là-bas en produits finis et qui incorporent de la valeur. Et c'est là où se fait la création de richesses. C'est là où se fait la création des emplois. Et donc il est grand temps, si on veut éviter sur le continent de continuer à assister aux scènes que l'on voit en Méditerranée où de jeunes migrants africains par tous les moyens cherchent à rejoindre les rives ou les côtes européennes, il faudrait donner la possibilité d'avoir des emplois à ces jeunes-là pour les fixer. Et c'est pour cela que notre positionnement dans les échanges internationaux, qui nous maintient comme pourvoyeurs de matières premières, eh bien, il faut considérer que ce schéma-là est suranné et aller donc vers plus de création de valeur ajoutée, plus de fixation et de création de richesses sur le continent, sur le sol africain. C'est la seule opportunité que nous avions pour nous développer. Et cela présente un double avantage aussi, puisque c'est bien documenté, que ce soit au niveau de la littérature économique ou dans tous les panels de développement, que les produits finis sont moins sujets à des chocs de prix que les matières premières. Donc, l'objectif de diversification économique, en réalité, c'est aussi un objectif de réduction des risques. Donc, le fait que nous soyons constamment sujets, par ailleurs, à des phénomènes que nous ne maîtrisons pas, puisque les prix des matières premières, mais aucun pays, surtout pas africain, n'a réellement d'emprise sur le phénomène du prix. Donc, vous planifiez votre développement, disons, sur la base d'un certain seuil, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour l'uranium. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le marché vous prend à contre-pied et du coup, toute votre stratégie ne tient plus. C'est un éternel recommencement. Donc, il faut mettre fin à cette logique. C'est ce qui a présidé de placer la construction de la zone de libre-échange continentale africaine au centre véritablement, donc, comme un des projets phares, disons, de la vision 2063 de l'Union africaine, qui entrevoit l'Afrique comme un continent prospère, où les Africains vivent en paix avec eux-mêmes et avec le reste du monde, et où l'Afrique représente une force majeure sur la scène internationale. Donc pour y aller dans ce sens-là, il est plus que nécessaire d'asseoir une base économique crédible, d'asseoir des structures économiques qui permettent à l'Afrique de compétir valablement au même titre que toutes les régions du monde, au même titre que l'Asie, au même titre que l'Amérique, au même titre que l'Europe, et se prévaloir de ses propres ressources naturelles dans le concert des nations. Pour en venir maintenant au processus ayant conduit à l'aboutissement donc, de ce projet de zone de libre-échange continental, je me souviens, c'est le président de la République du Niger qui a été mandaté par ses pairs pour être le champion de cette cause. Et il faut vraiment saluer l'action qui a été conduite de main de maître, j'allais dire, puisqu'en un temps record, nous sommes arrivés à avoir un accord à Kigali, c'était le 21 mars 2018, où pratiquement à ce stade, je veux dire, sur 52 pays, sur 55 qui comptent l'Union africaine ont signé. Nous sommes dans un processus de ratification. À ce jour, nous avons 20 ratifications, dont le Niger également, qui une fois de plus démontre quand même qu'il est à l'avant-garde du combat d'intégration sur le continent. C'est une chose extrêmement importante. Et il ne manque plus que 2 États pour que l'accord puisse entrer en vigueur, puisqu'il faut 22 ratifications. Et compte tenu des processus en cours, c'est même au stade parlementaire dans de nombreux pays, donc nous sommes très confiants que dans les prochains, je ne dirais pas les prochaines heures, mais au moins les prochains jours ou les prochaines semaines, nous en arriverons au chiffre de 22, donc qui augure
de l'entrée en force de cet accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut aussi souligner que depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, c'est le plus grand marché qui voit le jour. C'est le seul marché unifié à l'échelle d'un continent tout entier. Donc c'est une autre innovation qui vient de l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure que la structure de notre commerce extérieur au plan africain vis-à-vis du reste du monde est complètement déséquilibrée par les matières premières. Donc, et c'est à l'inverse, quand vous regardez le peu de commerce qui se passe entre nous, puisque nous ne commerçons pas beaucoup entre Africains, et ça il faut le déplorer, c'est une autre anomalie que je voudrais relever. Vous avez en Europe, 70% de leur commerce se passe entre pays européens. Quand vous allez en Asie, c'est plus de 50% de leur commerce international qui se passe entre les pays de la même région. Aux Amériques, c'est plus de 30%. Il n'y a qu'en Afrique où vous trouvez avec des taux de 15%, 15-16% selon les années. Et ça, il fut des années où c'était même beaucoup moins que cela. Donc le niveau des échanges est dramatiquement faible en Afrique. Donc c'est une anomalie qu'il convient de corriger. Mais en même temps, ce qui nous donne l'espoir aussi et qui nous encourage à aller dans cette direction, c'est que quand vous regardez le peu de commerce que nous faisons entre nous, c'est un commerce de qualité, je veux dire, puisque ça porte sur des produits à valeur ajoutée, cela porte sur des produits manufacturés. C'est-à-dire que c'est des produits qui nous ont permis de créer de la richesse dans nos pays. Quand on crée de la valeur ajoutée, c'est ça qui permet de créer des emplois. Donc le peu de commerce que nous faisons entre nous, c'est ça le peu d'emplois qui est créé sur le continent. Et donc, tout ce qui peut contribuer, ne serait-ce que de façon marginale, à intensifier le commerce intra-africain, et nous l'avons démontré dans nos études, va principalement profiter à l'industrie, va fondamentalement aller vers le secteur manufacturier qui lui est créateur d'emplois décents. Je disais que la question de la création d'emplois est centrale. Et donc, encourager le commerce intra-africain, c'est vraiment créer les conditions de l'expansion d'une base industrielle dans nos États. Et c'est pour cela qu'il faut aller dans cette direction, qu'il faut lancer les échanges entre nous. Parce qu'il est même plus facile. Quelle entreprise africaine aujourd'hui, ou nigérienne en particulier, peut se déployer sur la scène internationale, compétir avec des entreprises européennes sur le sol européen ou américain? Donc, en attendant d'être à ce stade-là, au moins on a une cour commune où plus ou moins les équilibres sont assez ajustables, où on puisse, avoir une concurrence quand même plus à notre taille et qui va nous permettre de nous aguerrir et nous permettre de servir de tremplin pour aller sur la scène internationale. Donc c'est un autre facteur qu'il faudrait prendre en compte. Alors là, vous êtes au Niger, vous êtes en mission au Niger. Avez-vous rencontré les autorités nigériennes dans ce sens? Oui, précisément. L'objet de ma visite, ça s'inscrit dans le cadre de la ZLECAf. Je vous ai parlé tout à l'heure des opportunités qu'elle offre à tous les continents, à tous les États. Mais en même temps, il faut reconnaître que tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. Et il n'y aura pas de miracle dans ce domaine, comme dans tant d'autres. En fait. Les pays qui vont tirer leur épingle du jeu, si vous me passez l'expression, ou qui vont le plus en profiter de la zone, c'est les pays qui se seraient le mieux préparés. Et qui dit se préparer, dit qu'il faut s'armer d'une stratégie. Et moi, je suis là dans le cadre pour appuyer les autorités du Niger à développer une stratégie nationale pour projeter le Niger déjà dans la zone de libre-échange continental africain. Parce qu'il faut se préparer, il faut faire un état de lieu, regarder sans complaisance vraiment le tissu économique du Niger et identifier un certain nombre de secteurs ou de filières qui sont porteuses sur lesquels et le gouvernement et le secteur privé vont pouvoir travailler avec un certain nombre d'actions énumérées de façon pragmatique dans un plan d'action adossé donc à la stratégie et qui puisse permettre d'aller de l'avant. C'est une mission de cadrage. Avec mon équipe, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer le ministre du Commerce, le ministre conseiller du président de la République chargé de la ZLECAf et du Doing Business. Et j'avoue que j'ai eu une oreille très attentive. J'ai eu une oreille très attentive et nous sommes convenus d'aller de l'avant, notamment par l'organisation d'un forum national que toutes les parties sont engagées à soutenir, y compris, j'étais à la Chambre de commerce, j'étais au réseau
des chambres d'agriculture du Niger. Donc toutes ces institutions-là sont prêtes à concourir et à contribuer à l'organisation d'un forum national qui permettra d'abord de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Parce que, bon, on parle de la ZLECAf, mais en réalité, il y a souvent des déphasages et des décalages en termes d'information. Il est extrêmement important que toutes les parties prenantes comprennent d'abord les tenants et les aboutissants de la zone de libre-échange continentale. Et comme second objectif, puisque vous aurez la participation des acteurs de tous horizons à l'occasion de ce forum, c'est de donner des directions et des orientations générales pour l'élaboration de la stratégie Niger. Ce n'est pas une stratégie top-down qui va venir de nous au niveau de la CEA ou d'une autre institution. Non, c'est une stratégie qui va être développée par les acteurs principaux, par les Nigériens eux-mêmes, puisqu'ils ont la meilleure maîtrise du sujet. Les acteurs, les opérateurs économiques en premier lieu, parce que la zone de libre-échange continentale a été pour l'essentiel un processus, vous voyez, intergouvernemental. C'est des experts de gouvernement, des ministères de commerce qui se réunissent, discutent sur des sujets techniques, qu'ils passent aux ministres et jusqu'aux chefs d'État, qui ont fait leur rôle en adoptant formellement l'accord portant création de la ZLECAf. Maintenant, il est grand temps que ce soit les principaux concernés, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas les États qui vont échanger entre eux. C'est le secteur privé, c'est les entreprises qui animent le commerce mondial. Et donc, le secteur privé nigérien doit jouer pleinement son rôle, doit assumer sa place dans ce processus-là. Et pour cela, il faut qu'il y soit préparé. Donc, le forum d'abord va nous permettre de mettre tous les acteurs au même niveau d'information et ensuite d'esquisser les grandes lignes d'élaboration de la stratégie. Nous allons mettre à la disposition du Niger un consultant international donc, qui va continuer le travail avec toutes les parties prenantes pour synthétiser et proposer une stratégie nationale cohérente avec d'abord le plan national de développement économique et social et aussi une stratégie qui est l'aval et l'appropriation de tous les acteurs concernés. Alors justement, en parlant du secteur privé au Niger, quelle appréciation faites-vous de ce secteur au Niger? Est-ce qu'il est évolutif? Mes discussions avec le secteur privé, c'est pour leur dire une chose. Vous voyez, la zone de libre-échange continentale dont on parle, ce n'est pas une abstraction. C'est 3 000 milliards de dollars de richesse annuelle créée. Donc quand vous prenez le PIB cumulé, c'est un marché de consommateurs d'1,2 milliard de personnes à terme. Et avec, ce qui est le plus important, avec une classe moyenne qui s'étoffe de jour en jour. La dernière frontière, le dernier endroit sur Terre où vous avez une classe moyenne qui est en train de se fortifier, de se densifier davantage, c'est l'Afrique. Et ce n'est pas pour un hasard si vous voyez de plus en plus de multinationales s'intéresser au continent. Et donc, il y a un marché à prendre, c'est certain. Et il faut s'y préparer. Parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres qui vont le faire. La nature est un horreur du vide. Donc, si vous ne bougez pas et qu'il y a des opportunités qui sont là, ces opportunités-là vont être prises par d'autres acteurs. Mais en même temps, il faut reconnaître que ce n'est pas de façon aussi mécanique que les choses se passent. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a énormément de contraintes. Je pense que tout le monde en est conscient sur le développement du secteur privé au Niger. J'en veux pour preuve simplement de vous dire au niveau de la CEDEAO, combien d'entreprises nigériennes sont agréées? 6. 6 entreprises nigériennes seulement ont l'agrément de la CEDEAO pour exporter dans la zone. Au Nigeria, c'est des milliers. Au Sénégal, à Côte d'Ivoire, c'est des centaines. Donc, il y a véritablement un problème auquel il faut s'attaquer, c'est celui de l'éclosion et du développement du secteur privé. Il y a énormément de contraintes qui ont été étudiées de long en large, sur lesquelles je ne veux pas trop m'appesantir, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Et c'est revenu même ce matin quand j'étais en réunion avec la Chambre de commerce et le patronat. Quand vous avez des facteurs de production extrêmement chers, des difficultés au niveau de toutes les infrastructures de facilitation du commerce, cela grève beaucoup de production et vous rend dans une position très très défavorable pour compétir, y compris sur la scène régionale. Donc il y a un problème réel même de transformation des avantages comparatifs que nous avons ici au Niger en avantages compétitifs qui puissent nous permettre
de nous projeter même sur les marchés régionaux. Donc c'est un travail fondamental qui doit être fait et ce n'est pas juste un seul acteur qui peut le faire. Ce n'est pas le secteur privé qui peut lever toutes ces contraintes. Ce n'est pas aussi simplement le gouvernement qu'il faut le faire. Donc il faut trouver une forme de relation symbiotique qui puisse permettre aux différents acteurs d'aller de l'avant, main dans la main. Le secteur privé connaît mieux bien sûr que le gouvernement ce qu'il y a à faire. Donc il faut l'écouter et il faut le soutenir dans ses démarches. Quand on voit tous les pays, notamment asiatiques, nous étudions beaucoup, qui peuvent nous donner des leçons en matière de développement, mais vous allez vous rendre compte que, on peut le dire, que c'est l'État qui a littéralement porté à bout de bras ces entreprises, que ce soit les grandes multinationales coréennes que vous voyez aujourd'hui, comme les Samsung, les Hyundai et autres. C'est l'État coréen qui est à la base de leur développement. Sans l'État, ces entreprises-là auraient périclité ou seraient restées comme des petites et moyennes entreprises sans grand avenir. Donc, tant que l'État n'accompagne pas le secteur privé, il lui est difficile de se relever à lui tout seul. Il y a énormément de contraintes. Surtout ce que nous appelons les supply side contraintes, les contraintes liées à l'infrastructure, le coût de l'énergie, c'est fondamental. Il faut rendre l'énergie accessible à toutes les unités de transformation, y compris en milieu rural. C'est une entreprise titanesque, mais il faut que l'État s'y investisse aussi avec les opérateurs du secteur privé, trouver les formules gagnantes, que ce soit du genre PPP, les partenariats publics-privés ou d'autres formes de financement pour vraiment mettre à la disposition des infrastructures de base pour stimuler la production économique et la compétitivité de l'économie nationale. Je pense que c'est un axe fondamental sur lequel beaucoup d'efforts doivent être faits. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Dans le cadre de ce projet, comme je vous le disais, d'appui au Niger, nous allons organiser bientôt un forum national. Et à l'issue de ce forum, la stratégie va être développée qui fera aussi l'objet d'un atelier de validation pour qu'il y ait une appropriation certaine. Parce que ce dont l'Afrique a le plus besoin aujourd'hui, c'est le développement. Et les lignes sont en train de bouger. Beaucoup de pays sur le continent, heureusement, quand vous prenez les 10 économies les plus compétitives au monde, qui connaissent le plus fort taux de croissance, disons, les plus dynamiques, mais 6 sont en Afrique. Nous voudrions qu'il y ait davantage de pays. Donc il y a un réservoir de croissance mais énorme à tirer en Afrique. Mais encore une fois, le maître mot, c'est les pays qui se préparent et qui s'organisent en conséquence. C'est eux qui vont attirer le plus les investissements requis pour stimuler cette croissance qui est longtemps endormie. Vous savez, la Banque mondiale estime que dans les 10 prochaines années, la Chine à elle seule va se départir de 84 millions d'emplois industriels. Tout simplement parce que la Chine est en train de monter en gamme. Donc la manufacture légère, où il n'y a pas beaucoup de technologie, de plus en plus, cela ne va pas intéresser la Chine. Elle va se dessaisir donc de certaines activités industrielles de manufacture légère. Et le monde aura toujours besoin de ce produit industriel-là. Alors il faut qu'il se relocalise ailleurs. Imaginez un seul instant si, ne serait-ce que l'Afrique capte, ne serait-ce que 10% de ces 84 millions, ça va faire 8 400 000 emplois. Et prenez encore, je ne sais pas, 5% ou même 2% de ces 8 millions et quelques, ça fera plus de 150 000 emplois si le Niger arrive à les capter ici. Mais ça ne se passera pas comme cela par hasard, il faut créer les conditions. Et c'est pour cela que vous avez des pays comme l'Éthiopie qui sont en train de se positionner. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de participer à l'inauguration du parc industriel de Hawassa. Mais sur un même périmètre de quelques centaines d'hectares, avec des investissements massifs, principalement des entreprises chinoises, vous avez 25 000 emplois qui sont créés sur un seul site. Et c'est comme cela qu'on fait du développement. Donc la prochaine fois, quand vous allez être en Europe ou aux États-Unis, vous achetez un sac Gucci ou des chaussures de marque en cuir, peut-être que ces chaussures-là auront été produites en Éthiopie. Parce que l'Éthiopie a créé les conditions pour que ces grands groupes-là viennent investir et développer une capacité productive et une force à l'exportation. Je précise que rien que le parc de Hawassa maintenant, c'est $1 milliard d'exportation annuelle, c'est 25 000 emplois. Donc
On n'a pas besoin de long discours, c'est exactement ce genre de choses qui créent le développement. Vous les multipliez à échelle, vous créez une base productive stabilisée, vous prémunissez des chocs externes sur les matières premières qui fait que chaque fois que le cycle se répète, après 5-10 ans, on est en train de se lamenter, l'uranium ne se vend pas bien, il n'y a plus de ressources, on ne peut pas investir et autres. Donc la diversification, c'est vraiment le maître mot et il faut prendre le problème à bras le corps pour déverrouiller le potentiel de l'économie. Je pense que c'est là extrêmement important. Alors, docteur Abdallah, votre mot de fin? Ouais, mon mot de la fin, c'est d'espérer, comme j'en ai de plus en plus la conviction, que le Niger est parti aussi pour jouer pleinement son rôle dans le cadre futur de la zone de libre-échange continentale africaine et qu'il ne va pas continuer à jouer un rôle de consommateur amorphe et passif. Il a toute sa place à prendre et particulièrement quand je vois le dynamisme de nos jeunes, des talents que nous avons sur le marché, cela me conforte et me donne de l'espoir. Donc c'est un mouvement qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. On n'a pas vocation à rester au bas de l'échelle chaque fois et à se plaindre. Il faut qu'on prenne en charge notre destin et qu'on entrevoie l'avenir avec plus de sérénité parce que les opportunités sont là. Alors, ne manquons pas ce rendez-vous. Je vous remercie. Docteur, merci d'être notre invité. C'était mon plaisir.